Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire de présentation de notre licence Management durable des organisations. Merci de vous être connectés. Je dois tout d'abord vous préciser que le webinaire est enregistré puisque nous avons prévu un replay. Donc nous sommes là pour vous expliquer le fonctionnement, les spécificités de cette licence, Management durable des organisations, et bien sûr pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Alors ça sera à la fin du webinaire, dans le cas où il resterait des questions, des points que nous n'aurions pas abordés. Il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions, que ce soit par écrit dans le chat ou à l'oral. Je me présente rapidement, je suis Sandrine Cueil, je suis maître de conférences en sciences de gestion et du management ici à l'université. Je suis la future directrice de l'IAE et c'est donc à ce titre que j'introduis ce webinaire ce soir. Je vais vous présenter l'IAE assez rapidement, vous donner quelques informations assez générales sur le fonctionnement de la licence avant de donner la parole à mes collègues. Parce que vous voyez qu'autour de la table, nous sommes relativement nombreux pour pouvoir vous donner le maximum d'informations. Donc je donnerai la parole à Manon Goirin, qui est à ma droite, qui est professeure agrégée, qui est la responsable de la première année de la licence, à Gilda Damour, qui est à côté d'elle, qui est la gestionnaire de formation de la première année de licence, à Isabelle de Maison, qui est à ma gauche et qui fait partie du service relations partenariales avec les entreprises. Ensuite, nous avons deux représentants du service relations internationales. Je donnerai donc la parole à Christophe Ramon et à Cindy Guillerme. Et enfin, nous avons deux étudiants autour de la table. Je les remercie chaleureusement d'avoir pris un peu de leur temps. Ils étaient en première année de licence cette année et en deuxième année, donc à partir de la rentrée, et ils pourront vous faire part de leur expérience. Alors donc quelques mots sur notre structure. Donc l'IAE Pau Bayonne, c'est ce qu'on appelle une école universitaire de management. Elle est rattachée à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Alors notre IAE, ça veut dire Institut d'administration des entreprises, fait partie du réseau IAE France, qui rassemble les 38 IAE de notre territoire, et vous le voyez dans la plupart des universités françaises. L'IAE Pau Bayonne propose des formations de niveau licence et de niveau master sur deux campus, le campus de Pau et le campus de Bayonne. Les diplômes que nous délivrons sont des diplômes de l'enseignement supérieur, donc des diplômes nationaux, et ce sont donc bien sûr des diplômes qui sont reconnus par l'État, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur non universitaires. Le coût de nos formations et le coût des formations à l'université, et là aussi il peut y avoir une différence importante avec des structures privées. Nos enseignements sont assurés principalement par des enseignants et par des enseignants-chercheurs de l'université, complétés par des professionnels en activité. Je vais vous dire quelques mots sur cette licence management durable des organisations avant de passer la parole à Manon qui pourra vous donner des choses plus précises. Donc elle fonctionne sur le campus de Bayonne. C'est ce qu'on appelle une licence universitaire générale. Donc c'est 3 années de formation, licence 1, L1, L2 et L3. Ce n'est pas une licence professionnelle. Cela signifie que les débouchés naturels de cette formation, outre le marché du travail, c'est en fait la poursuite d'études à l'université en master. Alors à l'IAE Pau Bayonne, nous avons précisément une offre de formation assez développée au niveau des masters. On vous en reparlera avec un peu plus de détails tout à l'heure. Et donc ça constitue, comme les autres masters des autres IAE, des débouchés potentiels à l'issue de la licence MDO.
Alors, cette licence MDO, c'est d'abord une licence en gestion-management. Ça veut dire qu'il y a des enseignements qui sont ce qu'on peut appeler des fondamentaux sur ces disciplines de la gestion et du management. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enseignements, par exemple, en comptabilité, en finance, en marketing, en gestion des ressources humaines. En plus de ceci, il y a une coloration management durable des organisations, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements tournés vers la sensibilisation à la responsabilité sociale, à la responsabilité environnementale, qui sont des enjeux qui aujourd'hui concernent toutes les entreprises, toutes les structures, un peu plus largement, publiques et associatives également. Outre cette orientation spécifique, cette licence a la particularité qu'une mobilité à l'étranger peut être obtenue lors de l'année de L2 et que l'année de L3 est organisée en alternance. Enfin, vous devez peut-être d'ores et déjà savoir qu'il y a une spécialisation des enseignements qui est proposée en L3 pour permettre une correspondance avec vos choix d'orientation en master. Dernier mot peut-être pour vous dire que cette licence, elle accueille seulement 50 étudiants et c'est volontairement qu'on limite cette capacité d'accueil parce que ça permet des relations privilégiées entre les étudiants et les enseignants et ça permet aussi de mettre en place des pratiques pédagogiques spécifiques, par exemple des choses basées sur la gestion de projet ou sur des fonctionnements en atelier. Là aussi, on vous en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Et le dernier mot, promis, ces 50 étudiants sont des étudiants de bon niveau, puisque l'an dernier, la grande majorité de ces étudiants a eu une mention bien ou une mention assez bien au bac général. Je vais donc maintenant passer la parole à Manon, qui est donc, comme je vous le disais, la responsable de la licence 1, qui va peut-être commencer par nous donner des informations sur les compétences clés qui sont finalement proposées à l'issue de cette formation qu'on peut espérer acquérir en suivant cette formation. Oui, alors bonjour à tous. Donc en effet, cette licence, elle va permettre de doter les étudiants de différentes compétences, donc des compétences d'abord solides à la fois théoriques, techniques et transversales, qui vont être surtout centrées sur les enjeux contemporains du développement durable, hein, puisque la licence est axée sur cette thématique. Donc la spécificité forte de cette formation va être vraiment son tronc commun pluridisciplinaire qui va être structuré autour de l'économie, du droit, de la gestion. Et puis les étudiants petit à petit vont acquérir progressivement des compétences aussi sur les spécialités, donc dès la deuxième année de licence, hein, en comptabilité, en marketing, en gestion des ressources humaines. Et puis, donc ces spécialités qui seront également abordées sous l'angle du développement durable. Voilà, au fur et à mesure des années. Donc ce positionnement, c'est vrai qu'il est quand même encore rare dans les formations de licence, donc ça rajoute de la valeur ajoutée aussi à ce parcours. Et en parallèle, donc la licence va aussi permettre de développer d'autres compétences transversales, donc le travail en équipe notamment via la gestion de projet, dont on va parler tout à l'heure, l'autonomie aussi qui est encouragée à travers les différents cours magistraux, et puis la maîtrise des outils numériques, donc à la fois dans les enseignements, mais aussi dans la pratique quotidienne du travail universitaire des étudiants. Au niveau des méthodes pédagogiques, alors je disais tout à l'heure qu'il y avait certaines spécificités liées à notre modèle de formation IAE. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions complémentaires ? Donc la pédagogie mise en œuvre, en effet, elle va reposer sur aussi la complémentarité des formats d'enseignement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers les cours magistraux. Donc, ça va permettre aux étudiants de développer une certaine autonomie et prise d'initiative. Les travaux dirigés en demi-groupe. Donc, nous sommes sur des groupes de 25 à 27 étudiants. Donc là, ces travaux dirigés vont favoriser l'interaction, l'accompagnement individualisé et puis la montée en compétences progressives au fur et à mesure des TD. Et puis, nous avons également de la gestion de projet dès la première année de licence. Donc ça, c'est un des piliers de la pédagogie.
puisque les étudiants vont devoir mener à terme un projet sur 2 années, donc en L1 et en L2, qui sera axé bien évidemment sur un des objectifs de développement durable. Donc ça va leur permettre de mobiliser à la fois des savoirs théoriques, des savoirs pratiques, des compétences au niveau de l'autonomie, de la collaboration, de la prise d'initiative. Et c'est vrai que c'est souvent des enseignements qui sont très appréciés par les étudiants. Et enfin, donc je vais terminer aussi sur l'équipe enseignante. Donc la richesse de l'équipe enseignante constitue vraiment un levier pédagogique ici très important, puisque nous avons des enseignants, une formation qui est assurée par des enseignants chercheurs, mais aussi des professionnels, des enseignants agrégés. Donc ça va vraiment permettre une richesse de l'enseignement pour les étudiants. Alors, il y a une préoccupation, je pense, qui est là pour nous tous, c'est les évolutions majeures du marché du travail, peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a seulement 5 ou 10 ans. Alors, ce programme, il a été façonné d'une certaine façon et notamment conçu pour essayer d'aider les futurs diplômés à mieux s'adapter aux évolutions de ce marché du travail. Oui, tout à fait. Donc cette licence, le programme qui a été construit, permet vraiment aux étudiants de s'adapter aux mutations rapides du marché du travail en leur fournissant une formation qui est actualisée, qui est alignée bien évidemment avec les enjeux du développement durable, mais aussi les enjeux numériques, managériaux. Et puis nous avons aussi une progression pédagogique qui a été construite autour de différents stages, notamment dès la L1, donc des stages qui sont facultatifs, un stage obligatoire en 2e année, et puis nous avons en 3e année une formation qui s'articule autour de l'alternance. Et puis enfin, on a également un accompagnement dans les choix de parcours avec des projets tutorés, des interventions aussi de professionnels très régulièrement, et puis un lien très fort avec le monde socio-économique qui nous entoure. Alors dans les IAE, nous accompagnons beaucoup nos étudiants. Ce sont des étudiants bien encadrés et a fortiori en licence, puisque la réussite de nos étudiants est un objectif pour nous tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de concrètement qu'est-ce qu'on met en place pour aider nos étudiants à réussir et au bout du compte à décrocher leur diplôme? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs dispositifs qui vont permettre d'accompagner les étudiants tout au long de leur parcours, hein, de la L1 à la L3. Donc un tutorat entre pairs va être organisé puisque nous avons eu les premières licences cette année. Donc les L2 de l'année prochaine vont accompagner les L1 dans leur intégration et leur réussite dès les toutes premières semaines, et puis aussi en gestion de projet, c'est l'objectif des premières semaines à l'université. Nous avons aussi une proximité avec l'équipe pédagogique qui est renforcée par la taille humaine de cette licence, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des promotions de 50 étudiants. Donc ça va permettre un suivi plutôt individualisé, notamment sur les travaux dirigés. Nous avons également des commissions paritaires et des conseils de perfectionnement réguliers, donc ce qui va permettre petit à petit de faire évoluer la formation en intégrant notamment les retours des étudiants, des enseignants et de tous les partenaires professionnels qui travaillent avec nous. Et puis enfin, nous avons également un accompagnement à la réorientation qui est proposé au sein de l'université pour les étudiants donc, qui souhaitent se repositionner en cours de licence. Donc c'est en lien avec les dispositifs universitaires hein, comme le programme SPACE qui va permettre d'accompagner les étudiants de la L1 à la L3, notamment à travers leur choix au niveau de leurs études futures, leurs études universitaires, leurs projets professionnels et notamment le choix bien sûr de la spécialisation en master. Alors effectivement, on accompagne, on encadre beaucoup nos étudiants, mais on attend aussi pas mal de choses d'eux. Donc, qu'est-ce qu'il y a en matière d'exigence de notre part vis-à-vis de nos étudiants? Alors, c'est vrai que c'est une formation exigeante et on l'a vu sur la sélection au niveau de Parcoursup en post-bac. Donc, formation exigeante sur les résultats, mais pas seulement, sur également l'assiduité qui est obligatoire, donc avec un suivi régulier.
Un travail personnel important même en l'absence de cours, notamment pour assimiler tous les contenus et préparer les projets ou examens à venir. Et puis une capacité aussi à travailler en autonomie, à s'organiser efficacement, à s'intégrer dans les dynamiques de groupe, notamment sur la gestion de projet dont on a parlé. Et puis également, bien évidemment, une réelle motivation pour les enjeux du développement durable qui sont vraiment au cœur du projet pédagogique. Avec en plus aussi, ce qu'on demande aux étudiants, c'est un engagement également dans la vie universitaire, donc à travers les différents projets qui vont être menés dans l'année, notamment avec l'équipe communication sur la licence, etc. Et puis à noter aussi qu'il peut y avoir une petite différence au niveau de l'emploi du temps entre le lycée et l'université, mais c'est vrai que même si l'emploi du temps peut sembler parfois un peu allégé, cela ne reflète pas vraiment la charge réelle de travail, puisque dans une logique universitaire, on attend vraiment une certaine autonomie de la part des étudiants, et donc un changement de posture dès la L1. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une licence générale, donc la continuation naturelle, c'est le master ensuite. Alors, pour nos futurs diplômés de licence, qu'est-ce qu'ils peuvent envisager en termes de continuation d'études ? Alors, c'est vrai que la licence MDO n'a pas vocation à être professionnalisante à Bac+3. Donc, elle prépare en effet à une poursuite d'études en master dans une logique de spécialisation. Donc, les étudiants peuvent candidater à l'ensemble des masters de l'IAE pour Bayonne, mais bien évidemment aussi à l'ensemble des masters des IAE en France, qui restent des masters très sélectifs et donc qui vont nécessiter aussi un parcours solide en licence. D'autres écoles de commerce sont également accessibles, des formations universitaires ou des parcours spécialisés en management public, en développement durable. Et puis, cette licence permet aussi de former des étudiants qui ont vocation à occuper des postes à responsabilité en gestion et management en France et bien évidemment aussi à l'international. Merci beaucoup, Manon. Je vais me tourner vers Gilda. Alors Gilda, je vous le disais tout à l'heure, c'est la gestionnaire de la formation, de la licence 1. Alors en fait, gestionnaire de formation, vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est, mais en fait, vous allez comprendre, hein, c'est une interlocutrice tout à fait privilégiée pour les étudiants. Donc peut-être que Gilda, vous pouvez commencer juste par nous expliquer finalement quel est votre rôle auprès des étudiants. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis gestionnaire administrative de la licence Management durable des organisations à l'IAE à Bayonne. Je m'occupe notamment des dossiers administratifs des étudiants depuis votre inscription à l'université jusqu'à la remise du diplôme. Donc ça passe notamment par la prise en charge de la vérification et de la validation des dossiers d'inscription. Et je serai donc le premier contact des futurs étudiants à l'IAE. Pour information, comme l'a indiqué Madame Cueil au début du webinaire, nous appliquons les tarifs d'inscription universitaire, ce qui veut dire que pour cette année 2025-2026, les frais de scolarité seront de 178 €. Et à noter que pour les boursiers, ils seront exonérés de ces frais. Également, les inscriptions à l'Université de Pau et des Pays de la Dour débuteront le lundi 7 juillet à 14 h. Donc, pour en revenir à la licence, pendant ces 3 prochaines années, moi, je gère la mise à jour des dossiers administratifs. Donc, j'organise également l'emploi du temps en collaboration avec l'ensemble du corps enseignant de la licence. Je vais également appuyer les étudiants dans l'élaboration de leur convention de stage sur les 2 premières années notamment, et je vérifie également le bon déroulé des cours et des examens terminaux. Cela passe notamment par le suivi des présences des étudiants, étant donné que tous les cours sont obligatoires dans notre licence. Et je vais également récolter les notes auprès des enseignants pour pouvoir les mettre en ligne et que les étudiants puissent avoir accès à leurs résultats. Donc, ensuite, je gère l'organisation des différentes commissions liées à la licence et je reste bien évidemment disponible tout au long de l'année pour les étudiants
pour que ce soit en rapport avec les cours, mais également avec des problématiques administratives et pour la mise en place d'un statut particulier, donc par exemple pour les étudiants en situation de handicap ou porteurs d'une maladie chronique, ou encore les étudiants avec un statut de sportif de haut niveau, mais aussi les aidants familiaux. Et donc, pour toutes ces questions-là que je viens d'aborder, vous pouvez effectivement me contacter via l'adresse mail licence.mdo@univ-po.fr, et tous les contacts vous seront donnés à la fin du webinaire également. Merci. Alors peut-être une question complémentaire sur la vie sur le campus. Qu'est-ce qu'il y a comme service finalement mis à disposition pour nos étudiants sur le campus de l'ANIV ici à Bayonne? Alors, en effet, donc, les étudiants de l'IAE peuvent avoir accès à tous les services proposés par l'université. Donc, cela passe par le service de santé, où les étudiants peuvent avoir accès à un médecin traitant, et également le suivi de la vaccination. Donc, vous avez également le service d'orientation dont Manon vous en a brièvement parlé tout à l'heure, pour vous accompagner tout au long de votre parcours à l'université, mais qui peuvent également vous aiguiller dans vos choix pour votre parcours professionnel futur. Vous avez également accès au service de sport à l'université. Donc, les cours se déroulent le jeudi après-midi essentiellement, mais vous avez aussi certains cours qui peuvent être en semaine, en soirée. Et il y a également les bibliothèques universitaires où vous aurez accès à différentes ressources physiques, mais également en ligne, ainsi que les restaurants universitaires dans lesquels vous aurez accès aux tarifs étudiants, notamment grâce à la carte étudiante. Et en plus de ça, vous pouvez avoir accès à de nombreuses remises et des accès gratuits à certains spectacles proposés au sein de l'université également. Donc à la rentrée, en septembre, on distribue ce guide d'accueil de l'étudiant dans lequel vous trouvez de nombreux détails sur tous les services proposés par l'université, donc que ce soit à Bayonne, mais également à Pau ou à Anglette, auquel vous pourrez y avoir accès. Donc voilà, ce petit guide qui vous sera proposé à la rentrée. Merci beaucoup, Gilda. Alors, je vais maintenant passer la parole à nos deux étudiants. Donc, merci Emma, merci Baptiste d'être avec nous ce soir. Je pense que beaucoup autour de nous aimeraient savoir finalement pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a décidé finalement à choisir cette formation. Donc, on a choisi d'intégrer cette licence de gestion parcours management durable des organisations, car elle correspond à tout ce qu'on recherche avec Baptiste. Donc, on a toujours été intéressé par le domaine international et le commerce. Et donc, cette formation propose la possibilité de partir avec la mobilité internationale donc, dans le cadre du programme Erasmus+. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous. Et ce qui nous a aussi surtout décidé, c'est donc, comme on l'a expliqué, l'effectif de la promo, qui est donc de 50 étudiants. Donc, ça offre beaucoup d'avantages. On est très encadré. On est très proche aussi de l'équipe pédagogique, des professeurs, etc. Et donc, ça peut être rassurant pour des étudiants qui s'insèrent donc dans le monde des études. Et ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est l'approche durable de cette licence, puisqu'en effet, dans chaque matière, on va aborder un aspect axé sur le développement durable. Donc, ça nous intéressait déjà l'année dernière, mais donc ça a renforcé cette. Merci. Alors, quand on rentre à l'université, bien sûr, c'est un petit peu un saut dans l'inconnu, notamment par rapport au lycée. On se demande qu'est-ce qui va changer. Alors, pour vous, comment ça s'est passé, cette transition, au niveau de la charge de travail aussi, peut-être de l'organisation aussi de votre travail? Comment vous avez vécu les choses? Oui, alors bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous faisait peur à nous tous les étudiants de la licence, de nous jeter dans le bain. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, qui veut dire études supérieures, veut dire plus d'autonomie. Et donc, plus d'autonomie, plus de liberté. Mais cette liberté, c'est pas de la liberté, c'est une meilleure organisation, mais qui doit plus être personnelle. Par exemple, on n'a plus de devoirs tous les jours comme on peut les avoir au lycée.
c'est à nous de nous organiser dans nos révisions et dans la préparation de tous nos projets pour rendre des devoirs dans les temps et bien sûr arriver à rendre le meilleur travail possible. On a en effet, comme l'a été dit précédemment, moins de cours qu'au lycée. Le rythme universitaire est préféré par les étudiants au rythme du lycée, puisque nous permet de nous organiser nous-mêmes et pas d'être scotché à des heures fixes donc au lycée. Et aussi quelque chose qui nous a permis de passer le cap encore plus facilement, c'est quelque chose qu'on répète en boucle, mais c'est ce que nous a beaucoup aidé, c'est le soutien vraiment des enseignants et aussi de Gilda qui vient de parler, qui ont su répondre à toutes nos questions et toutes nos préoccupations. Voilà. Merci. Un petit mot peut-être sur la vie étudiante sur le campus. C'est important pour les étudiants, la vie étudiante sur les campus. Je dirais que la vie étudiante, elle est très dynamique et très active. Donc, pas seulement pour les soirées étudiantes. Donc, avec Baptiste, on est au BDE, donc c'est le bureau des étudiants. Donc, c'est une association étudiante qui a pour but d'animer la vie sur le campus entre les étudiants. Et on organise plusieurs événements, donc pas seulement des soirées, aussi les journées portes ouvertes, les salons, les présents sur les salons. On a également organisé la cérémonie des diplômés lors de novembre, donc c'est la cérémonie des masters de 2024. Et notre plus gros projet, ça a été l'organisation du week-end d'intégration, donc qui se déroulera le premier week-end d'octobre avec donc les futurs prochains étudiants. Donc ça a pour but de créer une forte cohésion entre les étudiants de L1 et de L2, et même avec les masters. Alors il y a la vie sur le campus, mais il y a aussi la vie à Bayonne. Donc ici, nous sommes implantés, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais le campus de l'ANIV, c'est dans le centre-ville à Bayonne. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vie à Bayonne, que tout le monde ne connaît peut-être pas, en abordant aussi peut-être le sujet du logement, qui bien sûr est un sujet de préoccupation pour les étudiants futurs et leurs familles. Alors oui, Bayonne, c'est une ville qui reste très agréable et sécurisée, avec des transports qui peuvent faire à pied ou alors avec deux réseaux de bus par exemple. On peut aussi noter la proximité avec les plages, les forêts, la montagne. Il y a quand même un beau cadre de vie ici, donc à la ville de Bayonne et tout ce qui les entoure. En ce qui concerne le logement, ça peut représenter une grande source de stress, on le sait. Il y a des solutions qui existent pour faciliter la recherche, des plateformes comme Studapart ou alors Bayonne Info Jeunesse, des groupes Facebook, Le Bon Coin ou tout site de colocation ou de vente d'appartements. Il y a aussi le site du Crous qui propose et qui publie régulièrement des annonces, même si le site du Crous est très demandé et très regardé par beaucoup d'étudiants. Donc ça nécessite quand même un grand investissement. Et les étudiants qui font partie de la licence se sont penchés sur la recherche d'appartements dès le début de l'été. Je ne vais pas dire dès les résultats de Parcoursup, mais presque, quoi. C'est quelque chose à prendre en compte. Et il est aussi important de rappeler que le campus, il est situé à 10 minutes à pied de la gare, donc même pour des étudiants qui habitent loin. Et aussi le réseau de bus Tchik-Tchak nous permet de nous déplacer très facilement dans la ville de Bayonne, ou alors pour s'il y a d'autres trouvailles d'appartements dans des villes adjacentes comme Boucau, Taranos, Anglette, etc. Le réseau Tchik-Tchak est très bien pensé pour relier tout ça. Voilà. Merci beaucoup Emma et Baptiste pour voilà, c'est au moins des éléments concrets. Je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir ça aussi. Je vais donc me tourner maintenant à ma gauche vers Isabelle Demaison, qui est chargée des relations partenariales, donc notamment des relations avec les entreprises à l'IAE Pau Bayonne, plus précisément ici sur le campus de Bayonne. Peut-être qu'Isabelle peut commencer par nous expliquer tout simplement quel est son rôle au sein de ce service et qu'est-ce que ça apporte aux étudiants. Alors, le service des relations partenariales a plusieurs missions. Notamment, la première mission, c'est d'accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels et de les accompagner dans leur recherche de stage et d'alternance.
c'est également de les informer sur les différents secteurs d'activité, sur le marché justement professionnel et également sur les différents réseaux qui existent. Et également, c'est de les mettre en relation avec les entreprises du territoire, donc sur le 64, sur le 40, ou leur créer des opportunités professionnelles et les mettre en relation avec notre réseau de partenaires. Donc nous les accompagnons dès la première année, s'ils nous sollicitent, lors de leur stage, leur première immersion professionnelle. C'est un stage qui n'est pas obligatoire, mais certains ont souhaité cette année en profiter pour justement découvrir le monde professionnel, que ce soit dans des domaines de la gestion, de la banque ou de la communication, du marketing, donc sur différents domaines assez variés. Ensuite, nous les accompagnons en deuxième année lors de leur stage et également dans leur recherche d'alternance pour leur troisième année. Merci. Alors, pour faire tout ceci, en fait, vous vous appuyez dans votre service sur tout un tissu de relations que l'on a avec le monde économique local, des entreprises, avec aussi des associations, des structures publiques. Alors, est-ce que vous pouvez juste bien expliquer à ceux qui nous écoutent comment l'étudiant arrive finalement à tirer parti, à bénéficier de ce réseau, notamment de ce réseau d'entreprises qui a été constitué et que vous continuez tous les jours à renforcer? Alors, nous appuyons effectivement sur un réseau d'entreprises partenaires qui accueillent régulièrement les étudiants de l'IAE et que nous invitons aux différentes rencontres que nous organisons au sein de l'université et au sein de l'IAE. Nous créons aussi une conférence qui s'appelle les rendez-vous du management et qui permettent de faciliter les échanges entre étudiants et également les recruteurs, et ça leur permet de commencer à construire leur réseau professionnel et de faciliter justement les échanges et les mises en relation. Nous avons également un réseau d'anciens étudiants, les alumni, qui comptent à peu près 4000 membres. Nos étudiants peuvent effectivement les solliciter pour mener des entretiens, réaliser des enquêtes métiers ou également pour trouver de nouvelles opportunités professionnelles. Merci beaucoup Isabelle. Alors je vais passer maintenant la parole à Christophe et Cindy, qui sont tous les deux en charge des relations internationales à l'IAE, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, dans cette licence en L2, il y a une possibilité de mobilité à l'étranger. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous rappeler, nous expliquer quels sont les avantages d'une mobilité à l'étranger pour un étudiant ou une étudiante? Oui, bien sûr. Alors, les avantages sont nombreux. On voit que dès que les étudiants reviennent de leur semestre à l'étranger, on voit un gain de maturité qui est très net. Ils n'ont plus du tout les mêmes discours sur leur parcours d'études ou même leur projet professionnel, qui est généralement plus abouti. Donc ça, on voit un vrai changement. De même, on constate plus d'autonomie. Ça, c'est très net aussi. Que ce soit dans leur quotidien d'études ou même dans les démarches administratives qu'on leur demande de faire. Ça, on voit que ça fonctionne mieux. La mobilité internationale, c'est aussi des compétences linguistiques accrues. Plus de vocabulaire, plus de fluidité dans la manière de s'exprimer, dans le langage. Ça, c'est vraiment c'est un effet positif de la mobilité. Bien sûr, c'est aussi un enrichissement humain et culturel, puisqu'ils sont immergés complètement dans un environnement qui n'est pas naturel pour eux. Donc il y a un gros effort d'adaptation qui est indispensable et qu'ils font d'ailleurs. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage, des façons de fonctionner différentes. C'est l'occasion aussi d'enrichir son CV et bien sûr de commencer à développer un réseau sur lequel ils pourront s'appuyer dans quelques années pour des bénéfices accrus, j'espère.
Merci. Alors à l'IAE, on a beaucoup de partenariats avec de très nombreuses universités étrangères dans beaucoup de pays un peu partout sur la planète. Mais peut-être juste à titre illustratif, nous donner un exemple de destination, de type d'échange qui peuvent se produire donc au niveau de la L2. Oui, alors effectivement, les destinations sont assez nombreuses. L'IAE possède de nombreux accords interuniversitaires à l'international et les étudiants de L2, les étudiants ont un départ dès la L2, dès le deuxième semestre de la L2, avec une mobilité optionnelle d'une durée de 4 à 6 mois, ça peut varier, avec un large choix des destinations, notamment en Europe, via le système Erasmus, mais pas que, hein. Il y a aussi des possibilités hors Europe. À titre d'exemple, pour l'Europe par exemple, on a l'Espagne, puisqu'on a une relation assez privilégiée avec l'Espagne, du fait de la proximité de la frontière. On a notamment des relations importantes avec la UPNA, la Pública de Navarra, à Pamplona, mais aussi à Zaragoza ou à Salamanca, qui sont des facs qui sont très prisées des étudiants français en général. On a l'Europe du Nord avec la Scandinavie, d'autres pays qui sont aussi très demandés, mais aussi l'Europe de l'Est avec l'Allemagne, les Balkans. Là aussi, il y a beaucoup d'intérêt de la part des étudiants. Hors Europe, je l'ai mentionné précédemment, mais il y a aussi quelques possibilités. On leur donne l'accès à la Chine, à la Corée du Sud. Voilà. Et important aussi, j'invite les étudiants à consulter le site de l'IAE, puisque vous avez un descriptif de toutes les destinations, avec une petite carte, et vous pouvez aller voir un petit peu plus de détails. J'en profite d'ailleurs que les étudiants soient là pour leur demander où est-ce qu'ils partent. Alors avec Baptiste, on a prévu de partir donc étudier un semestre, le 4e semestre de notre licence à l'université de Cancun, donc l'université de Navarre. Donc on a déjà fait toutes les démarches un an à l'avance. On a candidaté sur le site internet et on a dû donc choisir nos cours en fonction des cours qu'on avait à ce semestre ici à Bayonne. Et donc on a prévu de partir de janvier à mai, donc pendant 5 mois. Voilà. À titre informatif aussi, je pense qu'il est important de rappeler que la mobilité internationale en Europe, mais aussi hors Europe, comporte des exigences linguistiques. Cela implique donc d'avoir un niveau suffisant au moment du départ. Alors, bien sûr, beaucoup de cours en anglais sont proposés dans à peu près toutes les universités dans le monde. Voilà, mais ça implique quand même un niveau de préparation optimal, on va dire. Et aussi, information importante, ils auront des choix de cours à faire en cohérence avec donc ce qu'ils étudient en ce moment à l'IAE. Voilà, donc ça aussi, c'est un paramètre important qu'il faut souligner, mais ils seront informés en temps et en heure sur tout ça. Merci Christophe. Alors partir en mobilité à l'étranger, c'est un projet important, c'est un projet qui nécessite de la préparation et de l'accompagnement. Et peut-être que Cindy peut nous en dire un petit peu plus sur l'accompagnement qu'on propose précisément à nos étudiants. Oui, effectivement. Donc la mobilité internationale se prépare un an à l'avance. Dans un premier temps, on organise à la rentrée une réunion d'information pour vous présenter la vie des universités partenaires et vous expliquer un petit peu le déroulement d'un séjour d'études à l'étranger. Ensuite, c'est un processus à plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous devez formuler jusqu'à 3 choix d'université, donc avec la liste qu'on vous aura communiquée au préalable. Puis ensuite, une fois que vous êtes affecté à l'un de vos choix, vous êtes guidé donc, jusqu'au processus d'inscription, jusqu'au choix de cours que vous aurez à suivre sur place. Donc tout ça en collaboration avec des coordinateurs de l'université partenaire qui vous accompagnent ensuite à votre arrivée. Donc voilà, c'est un processus où vous êtes guidé et accompagné et puis on attend aussi de nos étudiants que vous soyez
nos étudiants qui soient investis, impliqués et autonomes dans la préparation de ce départ à l'étranger. Il y a aussi la dimension financière qui parfois peut être un obstacle, hein, on le comprend bien. Est-ce que les étudiants peuvent espérer obtenir certaines aides sur ce plan? Oui, donc effectivement, il existe plusieurs dispositifs de bourse pour soutenir les familles et les étudiants dans ce projet de mobilité à l'international. Ça varie selon la durée de l'échange et la destination, donc que ce soit en Europe ou hors Europe. Donc, par exemple, la bourse Erasmus pour des destinations en Europe qui elles-mêmes varient selon le pays et la durée de l'échange. On a un service dédié pour tout ce qui a trait aux aides financières. Merci beaucoup, Cindy. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour des points essentiels hein, qu'on souhaitait vous présenter. On va passer au moment dédié aux questions. Alors, il ne faut surtout pas hésiter. On est là précisément pour y répondre. Et normalement, à nous tous, on devrait être en capacité de vous apporter les réponses à toutes vos questions. Alors, ces questions, vous pouvez les poser soit par écrit sur le chat, soit à l'oral, en prenant la parole. Et voilà, éventuellement, j'orienterai la question vers la personne qui est la plus susceptible d'y répondre. Bon, du coup, nous n'avons pas de questions à l'oral. A priori, il y a 2 questions dans le chat. La première demande quelle note il faudrait avoir à peu près pour intégrer au bac, pour intégrer l'IAE, la licence à l'IAE. Je me tourne vers ma droite, vers les 2 personnes les plus compétentes pour vous répondre. Donc Manon d'une part et Gilda d'autre part, qui vont peut-être s'appuyer sur l'expérience de l'an passé pour essayer de vous donner des éléments, des indications. Oui, alors je vais essayer de donner des éléments, tu compléteras si besoin. Déjà, on ne se base pas uniquement sur les résultats au bac, mais sur l'ensemble des bulletins de première et terminale. Il n'y a pas de notes à proprement parler, hein. On va regarder la moyenne générale. Alors après, c'est vrai que c'est une licence qui est quand même très sélective, donc des moyennes qui sont quand même assez élevées, mais je serais dans l'incapacité de dire exactement la note. Ça dépend aussi des autres candidats qui postulent, et vous êtes entre guillemets en concurrence, donc voilà. Je ne sais pas, Gilda, si tu peux préciser. Il n'y a pas de notes. Enfin, après, pour le bac, il faut juste l'avoir, on va dire. Là, les notes qui sont prises en compte sur Parcoursup, c'est les notes que vous avez eues en terminale, au premier ou deuxième trimestre, et également en première sur les 3 trimestres. Oui, parce qu'effectivement, avec le processus Parcoursup, on n'attend pas les résultats du bac. Mais bon, on peut constater a posteriori, enfin en tout cas c'est ce qu'on a fait cette année, que les étudiants qui étaient là cette année en L1, ils avaient majoritairement une mention assez bien ou une mention bien. Mais après, ça ne peut pas être un critère de sélection puisque c'est trop tard, entre guillemets, par rapport au dispositif Parcoursup. Nous avons une autre personne qui demande si nous avons prévu des journées d'intégration lors de la rentrée. Alors effectivement, donc c'est moi qui vais pouvoir répondre sur les journées d'intégration. Donc il y a 2 journées d'intégration qui sont prévues sur la semaine de la rentrée, le 1er et le 2 septembre. Donc le 1er septembre, ce sera les licences, la première année de licence, donc les futurs étudiants qui seront uniquement cette promotion-là sur la première journée. Et la deuxième journée, les deuxièmes années de licence seront avec vous pour une intégration tous ensemble. Et avec également le master. Et après, bien sûr, nous avons le bureau des étudiants qui organise le week-end d'intégration sur le premier week-end d'octobre, comme l'a indiqué Emma tout à l'heure. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que les IAE sont quand même reconnus ? Alors oui, enfin les IAE en France, c'est, on va dire,
le standard universitaire au niveau de l'enseignement en gestion-management. Donc, comme je l'expliquais en introduction, les IAE sont structurés, hein, ils sont rassemblés dans un réseau qui s'appelle IAE France, qui est, on va dire, pour nous un élément de notoriété, de reconnaissance important, c'est-à-dire le fait que l'IAE Pau Bayonne soit un IAE et le droit d'afficher le label IAE, ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous avons mis en place, que nous produisons, que nous satisfaisons certains critères d'exigence. Parmi ceux-ci, il y en a beaucoup, hein, donc je vais en oublier beaucoup, mais parmi ceux-ci, il y a le fait que nos enseignements sont des enseignements qui sont adossés à des connaissances en matière de recherche, hein, puisque dans les IAE, beaucoup d'enseignants sont des enseignants-chercheurs et ont donc une activité de recherche, et que cette activité de recherche sert à nourrir le contenu de leurs enseignements. Un deuxième critère parmi d'autres, un deuxième élément de spécificité, de distinction des IAE, c'est le modèle de formation qui est développé dans les IAE. Dans les IAE, on s'attache à avoir en master, mais aussi en licence, des petites promotions, ce qui nous permet d'avoir une pédagogie qui n'est pas la pédagogie que peut-être certains d'entre vous ont en tête quand on parle de l'université, qui est vraiment une pédagogie dans la proximité avec l'étudiant. Nos enseignants développent des méthodes pédagogiques appropriées pour essayer de faire en sorte que le transfert de connaissances et le développement des compétences se fasse du mieux possible. Donc, les IAE, ça fait partie des universités, ne délivrent donc que des diplômes reconnus par l'État. Pour les licences et les masters, ce sont des diplômes nationaux. Et donc, ces diplômes nationaux, ils permettent ensuite, notamment au niveau de la licence, ensuite une continuation dans le dispositif d'études universitaires français, sans qu'il y ait d'obstacles à cette poursuite-là. Alors, j'ai encore quelques questions qui arrivent. Comment se déroule un cursus complet jusqu'au master, c'est-à-dire les premières années plutôt généralistes, puis une spécialisation? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, je pense qu'il y en a d'autres que moi qui peuvent répondre, hein. Peut-être Manon voudra compléter. Oui, mais bien sûr, c'est ça l'idée générale. Ce qu'on devine, bien sûr, c'est que les étudiants, en sortant du lycée, ils n'ont pas nécessairement une idée encore très arrêtée de la spécialisation qu'ils vont choisir. Et parfois, d'ailleurs, ils le découvrent, et c'est tout à fait naturel, hein, en cours de route. Peut-être qu'il y a certains enseignements qui vont les inspirer, on le souhaite. Et donc, la licence, forcément, au départ, elle balaye relativement large les enseignements de gestion et de management. Il faut pouvoir faire découvrir aux étudiants ce que c'est que la finance, la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit, pour parler d'une première catégorie d'enseignement. Il faut pouvoir leur faire découvrir ce que c'est que la gestion des ressources humaines, ce que c'est que le marketing, ce que c'est que la gestion de la qualité, ce qu'est la gestion de production. Et derrière tout ça, il y a des métiers ensuite qui vont être des métiers extrêmement variés, extrêmement différents. Donc ça peut sembler déjà un choix de spécialisation, de se dire qu'on va faire une licence en gestion-management. C'en est une, bien sûr, mais en fait, derrière ça, au bout du compte, il peut y avoir des métiers extrêmement variés. Et donc, graduellement, effectivement, la spécialisation se produit. Et donc là, Manon, à qui je vais peut-être redonner la parole, vous a expliqué que progressivement, au cours de la licence, dès la L2, puis ensuite encore plus fortement en L3, il y a des enseignements qui sont proposés, on va dire, à la carte, en fonction de la spécialisation choisie de l'étudiant. Par exemple, un étudiant qui nous dirait moi, finalement, en master, je vais aller faire de la comptabilité, du contrôle, de l'audit, du contrôle de gestion, qui est peut-être intéressé par nos masters à Pau en CCA ou en CGAO, contrôle de gestion et audit organisationnel. Eh bien, on va lui conseiller, dès la fin de sa licence, de prendre des enseignements dans ces disciplines-là. Et ensuite,
Au niveau du master, là pour le coup, il y a une véritable spécialisation qui s'opère et cette spécialisation, elle est très visible à travers les intitulés, à travers les noms de master. On comprend bien qu'on ne va pas faire du tout la même chose selon qu'on choisit un master comptabilité, contrôle, audit ou qu'on va choisir un master sur le management des technologies de l'information ou qu'on va choisir un master sur le management des organisations de la santé. On comprend bien que les secteurs d'activité, les métiers, les débouchés sont différents et donc plus ça va, plus la spécialisation est importante depuis la L1 jusqu'au M2. Peut-être que Manu veut compléter sur donner peut-être un exemple de cours de spécialisation qui peut se produire dès la licence pour permettre la jonction avec le master ensuite. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que même dès la première année, tout à l'heure j'ai dit la L2, mais même dès la première année, puisque en première année, on l'a dit, on a un tronc commun avec de l'économie, du droit, de la gestion, mais on a aussi déjà de la comptabilité, des statistiques qui sont là en première année. Et puis en L2, progressivement, on arrive sur des spécialités un petit peu plus précises, donc du marketing, des ressources humaines. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les spécialisations. Et puis, en troisième année, par contre, là, ça devient encore plus concret puisque les étudiants vont faire des choix d'options. Et donc, là, vraiment accentuer la spécialisation dans l'optique d'aller vers un master très spécifique. Voilà. Autre question, est-ce qu'il est possible de continuer son master sur le campus de Pau, même si nous commençons la licence à Bayonne? Alors oui, tout à fait. Enfin, on l'a tout à fait imaginé comme ça, effectivement. Donc l'IAE, c'est l'IAE Pau Bayonne. C'est une unité cohérente. Alors, les masters proposés à Pau ne sont pas les mêmes que les masters proposés à Bayonne. On ne duplique pas les masters, ce sont des masters complètement différents. Mais effectivement, il nous semble tout à fait logique qu'un étudiant qui a fait ses 3 années de licence à Bayonne peut ensuite se dire que finalement, il est intéressé par un master qui est sur le campus de Pau. Donc il n'y a bien sûr aucune difficulté avec ceci. Et même plus largement, une fois qu'on a sa licence, on a une licence universitaire avec un diplôme national reconnu et on peut postuler à tous les masters universitaires. Voilà. Après, on est ensuite retenu ou pas parce qu'il y a une nouvelle étape de sélection à l'entrée du master. Mais en tout cas, on a le diplôme qui permet de candidater. Autre question, pour les stages en licence 2, avez-vous un exemple précis avec un type d'entreprise? Je vais prendre la parole sur ce domaine-là. Les stages, pour l'instant, la L2 en fait va commencer l'an prochain, donc effectivement, nous n'avons pas forcément ce cas de figure. Par contre, je peux vous donner des exemples sur les L1 qui ont, alors sans citer effectivement d'entreprise, mais pour vous donner un petit peu une idée. La quinzaine d'étudiants qui a souhaité réaliser un stage cette année se sont dirigés soit vers des cabinets d'expertise comptable, notamment pour voir toute cette partie comptabilité, soit vers des banques et des organismes bancaires, soit vers de la vente ou du marketing, notamment en travaillant pour des commerces ou des entreprises e-commerce. Autre question, est-ce que l'IAE est un équivalent à une école de commerce? Alors, à la fois oui et à la fois non. Alors, je vais commencer par le oui. Le oui, le domaine d'enseignement général est très similaire. On fait de la gestion, on fait du management, comme on peut le faire dans une école de commerce. Ensuite, les spécificités sont quand même très importantes. Choisir d'intégrer un IAE, c'est d'abord choisir, donc, comme je vous disais tout à l'heure, une école universitaire de management, c'est-à-dire qu'on fait ses études dans un IAE, mais les IAE sont rattachés à une université. On a donc la possibilité, si on commence par des choses très, très concrètes
et très pratique de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on offre à nos étudiants en formation initiale en France dans nos universités, à commencer par des tarifs d'inscription qui sont pas du tout les mêmes que les tarifs pratiqués par les écoles de commerce. Ça signifie qu'on est absolument sûr qu'on a un diplôme qui est reconnu par l'État, un diplôme national. Pardon, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est quand même un point important parce que le paysage est quand même pas extrêmement clair dans l'enseignement supérieur en France. Ça veut dire aussi qu'on va avoir comme enseignants des personnes qui sont des enseignants de l'université, donc des professeurs agrégés, des personnes qui sont des enseignants-chercheurs et qui donc ont diffusé une idée de la connaissance qui est peut-être un petit peu différente de ce qui peut se produire dans les écoles de commerce, même s'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les écoles de commerce. Une autre question, on voit bien que c'est un enseignement très large, mais plus précisément sur l'aspect marketing, communication. Vers quel métier concrètement la formation peut nous emmener? Et enfin, cette formation, de par sa sélectivité, permet-elle une reconnaissance sur le marché du travail en fin d'études? Je commence à répondre peut-être, mais ensuite peut-être certains pourront compléter. Alors, ce qu'il faut d'abord bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas une licence professionnelle, donc c'est une licence générale d'université. Ça veut dire que assez logiquement, les étudiants vont continuer ensuite leurs études et leur spécialisation avec un master et donc ils vont sortir finalement avec un bac+5. Et donc quelqu'un qui aurait ce projet-là, la licence, elle convient tout à fait, puisqu'ensuite elle donne la possibilité à l'étudiant ou à l'étudiante concernée de postuler dans un master qui aurait cette spécialité-là sur le territoire, localement et plus largement au niveau national. Il y a beaucoup de masters qui existent avec une spécialisation en marketing. Donc c'est possible, ça fait partie des débouchés possibles in fine, mais la licence n'est pas elle-même une licence avec ce domaine-là de spécialisation. Autre question, est-ce que le fait d'être en école de management fait que nous aurons également des cours dans des amphithéâtres? Alors oui, donc comme on l'a dit, en effet, pour la majorité des cours en tronc commun, les étudiants ont des cours magistraux, donc en amphithéâtre. Des amphithéâtres de 50 étudiants. Ça reste, voilà, ça c'est important de le préciser. Donc c'est le cas pour l'économie, le droit, la gestion. Voilà, il me semble que c'est les 3 enseignements L1 où vous étiez en amphithéâtre. Sociaux aussi. Et sociaux, pardon, j'oublie la socio, tout à fait. Donc voilà, pour ces enseignements-là, c'est des cours en amphithéâtre. Donc ça correspond environ à 21 heures de CM. Et puis ensuite, le reste est enseigné en TD. Donc les étudiants sont en demi-groupe. Voilà, ça sera à peu près le même format en 2e année et puis en 3e année. Voilà, mais il y a amphithéâtre. Un amphithéâtre de 50 places n'a pas grand-chose à voir avec un amphithéâtre de 300 ou de 500 places en termes d'interaction au sein de la promo et avec les enseignants. Concernant les départs à l'étranger, comment cela se passe-t-il? Y a-t-il une sélection pour chaque destination et faut-il obligatoirement parler la langue du pays choisi ou l'anglais suffit? Alors, en termes de sélection, je dirais qu'il y a une sélection naturelle et ensuite il y a une sélection en interne. La sélection naturelle, bien évidemment, c'est le niveau de langue. Il faut que l'étudiant puisse répondre aux exigences de niveau linguistique établies par les différentes universités dans le monde, que ce soit en Europe ou hors Europe. Parfois, il faut un B2 en espagnol ou un B2 en anglais, ou un B1 en anglais, par exemple. Donc, il faut quand même que l'étudiant ait un niveau suffisant pour pouvoir prétendre en tout cas à une inscription. Sachant que je précise que les universités sont souveraines dans leur capacité d'accepter ou non un étudiant. Nous, on a des accords, mais on ne force pas les universités, on ne peut pas les forcer à accepter un étudiant. Donc il faut que l'étudiant réponde aux différentes exigences. Ensuite, il y a une sélection en interne qui est en fait une sélection qui est plus pour départager les étudiants sur les différentes destinations. Alors, c'est assez rare parce que généralement, on communique bien en amont et on n'a pas besoin vraiment de le faire.
mais si toutefois c'est nécessaire, on se base sur les notes. Les notes des étudiants, la participation en cours, parfois des lettres de motivation, enfin voilà. On prend un peu tout en compte, en bonne intelligence et en coordination avec les enseignants pour départager l'étudiant au mérite. Voilà. Et la suite de la question, c'était est-ce que parler la langue, l'anglais suffit ou il faut aussi parler la langue du pays? Alors, parler l'anglais, généralement, suffit, sauf dans quelques exceptions, notamment l'Espagne et le Portugal, je dois dire, puisque même si la plupart des universités dans le monde et en Europe proposent des cours en anglais, il y a une petite exception pour l'Espagne et le Portugal qui donne priorité à leurs étudiants l'accès aux cours d'anglais. Ce qui veut dire que les étudiants peuvent se retrouver dans une situation où la plupart des cours sont en espagnol ou en portugais et n'ont pas trop le choix, voilà, il n'y a pas trop de moyens de négocier. Voilà. C'est la seule particularité que je dirais, parce que le reste, à peu près partout sur la planète, il y a des cours en anglais. À la fin du premier cycle, lors de la spécialisation pour les dernières années, du fait que c'est un réseau d'IAE France, comment, comme dit précédemment, cela assure-t-il une place dans un autre IAE au cas où la spécialisation ne se ferait pas à Bayonne? Alors, ça n'assure pas strictement une place. C'est-à-dire que chaque IAE est libre et maître de son recrutement. En revanche, nous-mêmes le voyons, hein, quand on réalise des sélections pour des étudiants qui postulent dans nos formations de master, par exemple, voir qu'un étudiant vient d'un autre IAE, c'est toujours un élément très positif dans le dossier d'un étudiant, parce qu'on a confiance dans le modèle. On sait que voilà, les enseignements qui ont été dispensés sont très proches des nôtres, à la fois en contenu, en philosophie générale. Et donc, même s'il n'y a pas de place assurée, c'est quand même un gros avantage pour postuler dans un autre IAE que de venir déjà d'un IAE. Alors, je crois qu'il y a plus de questions. Je peux reposer une dernière fois si à l'oral, quelqu'un souhaiterait poser une question. Alors, il y a peut-être une question qui est en train d'arriver sur le chat. Y a-t-il des journées portes ouvertes? Y a-t-il des journées portes ouvertes? Alors, oui, également, il y a effectivement des journées portes ouvertes qui sont organisées. Donc chaque année par l'université, donc nous on participe en même temps que les journées portes ouvertes de l'université, et vous avez également 2 fois par an, donc aux vacances de la Toussaint et aux vacances d'hiver, les journées d'immersion des lycéens, donc ils peuvent participer au cours de la licence le temps d'une semaine. Et vous avez aussi les salons auxquels on participe. Enfin, on participe à de nombreux salons dans la région pour pouvoir communiquer sur notre licence et nos masters de l'IA. Est-ce qu'il faut se rendre à Bayonne ou sur Pau pour vous rencontrer? Alors, on est exclusivement sur Bayonne pour la licence en tout cas. Donc, si vous voulez nous rencontrer en physique, il faudra être sur Bayonne. Après, vous pouvez également aller sur Pau, mais ce sera plus, on pourra plus vous renseigner sur les masters que sur la licence. Alors que, vraiment, il y a des écritures en cours sur le chat, voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer sur l'un ou sur l'autre campus. Hein. Il y aura à l'occasion des événements organisés, hein, notamment des journées portes ouvertes, mais voilà, n'importe quand aussi, il y aura du monde pour vous renseigner si vous avez des projets de formation encore en construction. Professionnellement, la licence est-elle reconnue sur le marché du travail? Une licence d'université, oui, c'est un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail. Alors, c'est pas une licence professionnelle, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est-à-dire que son débouché immédiat, naturel, ce n'est pas le marché de l'emploi. Néanmoins, c'est un diplôme, c'est un bac+3 qui a une reconnaissance officielle.
tout le monde sait ce que ça vaut, une licence universitaire, et donc c'est bien sûr un atout pour le marché du travail, même si ce n'est pas la finalité première de ce type de diplôme. Ça écrit encore sur le chat, me dit-on, donc moi pendant ce temps, je meuble. J'essaye. Ouais, la personne qui posait la question parlait plus pour un cursus normal, c'est-à-dire de 5 années. Ah, donc on parle de la licence plus master public. Ah d'accord, la question précédente. Ah oui, alors pour le coup, un master, il y a eu une époque où il y avait à l'université une distinction entre des masters dits professionnels et des masters dits recherche. Les masters professionnels avaient vocation à permettre donc l'intégration sur le marché du travail, alors que les masters recherche avaient vocation à la poursuite d'études en doctorat. Aujourd'hui, il faut savoir que cette distinction, elle n'existe plus. Donc tous les masters sont à la fois en quelque sorte des masters professionnels et des masters recherche. C'est-à-dire qu'on a inclus de la sensibilisation, de la formation à la recherche dans tous les masters à l'université. C'est une obligation légale. Hein. Et les masters, bien sûr, ce sont des formations tout à fait reconnues pour intégrer le marché du travail en fonction du domaine de spécialisation du master, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, autant les licences sont souvent généralistes, relativement généralistes dans le contenu, encore que la licence ici, elle a cette orientation MDO, qui est quand même une coloration spécifique. En revanche, les masters sont des formations très spécialisées, soit pour ce qui nous concerne, on va dire, sur un domaine de la gestion, sur une fonction de gestion, par exemple sur de la comptabilité, sur du contrôle de gestion, soit sur un secteur d'activité. Par exemple, ici à Bayonne, il y a un master spécialisé sur la banque et sur l'assurance. À Pau, il y a un master spécialisé sur les collectivités locales. À Bayonne, un master spécialisé sur les organisations du secteur de la santé. Mais la spécialisation, elle est forte en master et ça facilite bien sûr fortement l'entrée sur le marché du travail. On a une question par rapport à la moyenne de la promotion actuelle. Est-ce qu'on a... Non, actuellement, on n'a pas encore les résultats définitifs. Bien que les étudiants soient pressés de connaître leurs résultats. Alors, il y a encore des questions qui sont en train d'arriver, donc on patiente encore un petit peu pour pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez poser vos questions aussi. Ça peut peut-être aller plus vite, oui. Oui. Ça sera plus facile pour vous comprendre aussi. Sur Internet, les IAE souffrent de la comparaison avec les écoles de commerce en termes de salaire à la fin du cursus. Qu'en pensez-vous? À quoi cela est dû, à votre avis? Alors là aussi, il y a tellement d'hétérogénéité entre les écoles de commerce que les comparaisons sont difficiles. Alors c'est sûr que si par école de commerce, on a en tête les 5 plus connus de France, je pense qu'effectivement, ce qu'indique la personne qui pose la question est exact. En revanche, si on commence à regarder des écoles de commerce de milieu de classement, évidemment de fin de classement, la comparaison est beaucoup moins évidente. Alors toutes ces questions sur les comparaisons de salaire, c'est des questions qui sont finalement assez compliquées à appréhender parce que on compare souvent des choses qui ne sont pas comparables. Est-ce qu'on compare le premier salaire? Est-ce qu'on compare les salaires sur les 3 premiers mois, sur les 12 premiers mois? Il faut voir aussi qu'il peut y avoir des différences entre des régions. Il y a des régions où les salaires
notamment en région parisienne, sont plus élevés. Donc, si on compare un salaire obtenu en région parisienne avec un salaire obtenu dans une ville de province, et a fortiori dans une petite ville de province, ça va faire un écart important. Donc, bon, c'est une question compliquée, mais c'est vrai qu'en général, quand on parle de ce différentiel de salaire, on parle plutôt du différentiel avec les écoles de commerce du haut du classement. Et je répète, avec beaucoup d'hétérogénéité, en fait, dans les niveaux de rémunération. Alors, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions. Alors, on espère vous avoir été utile. Donc, Gilda, vous le disiez tout à l'heure, s'il reste encore des questions, vous pouvez nous écrire, nous contacter. Merci pour votre participation à distance et on est impatient de vous recevoir bientôt. Il y aura un replay possible, donc vous aurez ça par les canaux d'information habituels pour ceux d'entre vous qui auraient peut-être raté le début, souhaiteraient revoir l'intégralité des choses. Bonne soirée à tous.